Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation du World Tour. Et après les équipes en I, on attaque la Lidl Trek, nouvelle formation, la structure américaine, encore américaine. Elle est je crois que c'est encore américain, parce que comme à un moment ils étaient italiens, ils ont eu, je crois, un petit passage, je crois que c'était Trek Segafredo. Je crois qu'ils ont eu une année où ils étaient italiens. Je ne sais plus. Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais la structure américaine. Donc, qui a annoncé des gros changements depuis l'arrivée de Lidl. Gros recrutement, on regardera ça. Et puis également, on reviendra sur la saison 2023 de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon, mais il y aura bientôt le cyclisme quand on attaquera le Tour de Lander. Il y a déjà eu les championnats d'Australie avec le titre de Luc Plapp. Nouveau titre de Luc Plapp et qui a remporté également le contre-la-montre, ça c'était ce matin, j'enregistre le 7 janvier les 10h. Et puis on commence tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thank, la petite cloche, le pouce bleu, ça vous connaissez. Bon, Lidl Trek. Lidl Trek, budget qui commence à avoir de la gueule, sacrément de la gueule. Selon Pro Cycling UK, on serait entre 30 et 35 millions d'euros pour 2024. On voit l'apport du budget de l'arrivée de Lidl qui gonfle le budget. De toute façon, ça s'est senti, notamment sur le marché des transferts. Ça veut dire que les objectifs vont être différents en 2024 par rapport à 2023. Parce qu'en 2023, c'est vrai que Trek était plutôt au niveau d'un budget de Movistar, de Groupama, même en termes de budget. C'était au milieu de paquet, quoi. Et là, maintenant, en 2024, quand tu as un budget qui fait partie des 3-4 plus grosses crèmeries, les résultats, on attend plus. Surtout sur les classements généraux de Grand Tour. Parce que pour l'instant, c'est là où le bas blesse sur l'année 2023. On va revenir sur cette saison. Du côté de la Lidl Trek, c'est une saison où il y a eu des gros résultats, même si certains coureurs se sont plantés, mais il y a eu des gros résultats, notamment avec Skelmose, notamment également avec Mats Pedersen, bien entendu, qui reste un gros pourvoyeur de victoires. Et puis, on peut noter l'arrivée de Thibaut Nice, vous savez, je ne sais toujours pas comment le dire. On peut noter aussi la victoire de Quinn Simmons autour de San Juan. Il y a eu un peu plus de résultats, bien entendu, Ciccone, Giulio Ciccone avec son, je me suis mordu la langue en le disant, avec son excellent Tour de France où il prend le classement de la montagne et là aussi où il y a eu des bons résultats en début de saison. Et puis, Mats Pedersen qui a sorti des très très bons résultats. C'est vrai qu'il y a certains coureurs, par contre, qu'on a beaucoup moins vus par rapport à d'autres saisons. Je pense à Stuyven, par exemple, qui a été moins présent. Je pourrais penser à Bokemolema. Bien entendu, Juan Pedro Lopez, qui a été l'une de mes grosses déceptions de la saison. Voilà, ça a été plus compliqué pour certains coureurs. On peut penser également à Edward Tuns, qui n'a pas été très visible. Mais on sent que déjà l'année dernière, on avait lancé un nouveau cycle chez Lidl Trek. 2024, ça va être la continuité de ce nouveau cycle. Avec quand même la fin de carrière de certains coureurs, pas mal de turnover, l'arrivée de nouvelles stars et des grosses stars. C'est l'équipe, peut-être avec la Bora, qui a mis le plus d'argent sur la table pendant l'intersaison, avec aussi la Tudor en Pro Series. Donc c'est vraiment un gros budget, et puis avec des bons coureurs, des très très bons coureurs, bien entendu Pedersen. C'est un effectif qui a de la gueule, même si en montagne, c'est une chouille léger. Et c'est là où on sent que chez Trek, on a tenté d'augmenter un petit peu le niveau. Alors, il y a des bons coureurs, encore une fois, en montagne, mais ça manque un petit peu de densité
en 2023 et ça a été l'objectif du recrutement en 2024. Et puis surtout de réussir à trouver des coureurs qui avaient déjà des gros résultats, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les derniers recrutements, Berasturi, ça n'a pas donné grand-chose. Baroncini aussi, hein, l'italien, ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas été suffisant. Donc on a tenté de prendre des coureurs avec un peu plus d'expérience, qui avaient déjà eu des résultats en amont, avant d'arriver dans la structure américaine. Donc ça, c'est vrai que ça change aussi un petit peu la donne du côté de la Lidl Trek. Mais c'est quand même une belle équipe. En 2023, et puis pour moi c'est leur saison la plus réussie, je pense, en 2023 par rapport aux années précédentes. Je rappelle que c'est une équipe qui a commencé en 2011, c'était la Léopard Trek. Ceux qui se rappellent, la Léopard Trek, donc c'était l'équipe d'Andy Schleck qui avait fusionné avec Radio Shack ensuite. Et après, c'est devenu Trek à partir de 2014, une fois que Lance Armstrong a pris sacrément sa retraite et qu'on avait perdu la plupart des coureurs autour de Armstrong. Et ensuite, Lidl Trek depuis 2023, ça fait depuis 2014 que Trek est sponsor. J'avais pas souvenir que c'était aussi vieux l'arrivée en sponsoring principal de Trek. Dans cette équipe. Je pensais que c'était un peu plus récent l'arrivée de Trek. Mais voilà, une équipe qui est performante depuis de nombreuses années, et puis des bons résultats, et puis des grandes victoires aussi. Donc ça commence à devenir très intéressant, ça commence à avoir sacrément de la gueule. On passe aux victoires. Les victoires sur l'année, elles sont au nombre de 27. On commence dès le mois de janvier avec le Tour de San Juan, l'étape numéro 1, avec Quinn Simmons qui avait tenté le coup du kilomètre. Alors, c'était à 2 km 500 de l'arrivée, mais qui avait tenté le coup du kilomètre. C'est le deuxième coup du kilomètre après Victor Lafay, parce qu'il y en avait plus de 150 cette année. On a la deuxième étape du Tour de la Communauté de Valence avec Giulio Ciccone, Mathias Kelmose qui a remporté la quatrième étape de l'Étoile de Bessèges, Mats Pedersen qui a remporté le contre-la-montre le lendemain du côté d'Alès, Mathias Kelmose qui remportait la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Mats Pedersen a remporté la deuxième étape de Paris-Nice, la deuxième étape du Tour de Catalogne pour Giulio Ciccone, en costaud, en solide, où il y avait du monde et beaucoup d'adversaires ce jour-là. Mats Pedersen remportait la sixième étape du Tour d'Italie. Tour de Norvège, l'étape numéro 2 pour Thibaut Nice qui remportait également le Grosse Prize der Skanton à Argo. Critérium du Dauphiné, l'étape numéro 8 pour Giulio Ciccone. Le Tour de Suisse, l'étape numéro 3, le classement général pour Skelmose, un Tour de Suisse qui a bien entendu été encore une fois endeuillé par la mort de Gino Meder. Tom Skjøn remportait le titre de champion de Lettonie du contre-la-montre, le titre de champion du Luxembourg de contre-la-montre pour Axel Alex Kirch, je vais y arriver, et le titre de champion d'Érythrée du contre-la-montre pour Emmanuel Gebrezamier. Matthias Vacek lui remportait le titre de la course en ligne de République tchèque. La même chose en Lettonie pour Emil Lippins. Au Danemark, c'était Skelmose, Alex Kirch pour le Luxembourg et Quinn Simmons pour les États-Unis. La 8e étape du Tour de France pour Mats Pedersen, c'était au mois de juillet. Au mois d'août, on avait le Tour de Danemark avec la 3e étape remportée par Skelmose. Mats Pedersen remportait le contre-la-montre et le classement général final. Et puis on terminait avec la BMC Classic pour Mats Pedersen et Mathias Skelmose qui a remporté la Marineland Cycling Classic. On s'aperçoit quand même que dans les résultats, on retrouve beaucoup de fois les mêmes noms, c'est-à-dire Pedersen, Skelmose. Si tu enlèves ces deux noms-là, t'as quasiment plus de la moitié de victoires qui disparaissent dans cette formation. Donc c'est bien de ne plus avoir une dépendance seulement à ces coureurs-là, parce que si tu en as un des deux qui se blesse ou qui a une année un petit peu mauvaise, tout de suite tes résultats d'équipe diminuent fortement et ça peut te mettre en difficulté. Des victoires par saison, on est à 27 sur l'année 2023. C'est le record de cette formation. Le précédent record, c'était 26 en 2011, donc lors de l'année de création. Depuis, on n'avait pas réussi à faire mieux. En 2021-2022, on était à 19 victoires, 10 victoires en 2020. Donc là, c'est beaucoup mieux avec la Lidl Trek. Et surtout, il y a eu des belles épreuves. On a fait des résultats aussi, autres que des victoires, parce que certains pensent que je me concentre que sur les victoires, c'est pas le cas. Pour moi, les victoires c'est important, parce qu'il faut savoir gagner dans la vie, au bout d'un moment, mais c'est important aussi de voir qui t'a battu et les résultats
annexes, c'est-à-dire les gros podiums sur les grandes courses. Et là aussi, il y a eu des bons résultats intéressants. On regarde les transferts. Du côté des départs, eh bien, on a Tony Galopin qui prend sa retraite, qui devient directeur sportif du côté de la Lotto. 2 coureurs n'ont pas trouvé de point de chute, et ça, je trouve ça assez surprenant. C'est Emmanuel Guebrezamier, qui pourtant a fait une saison intéressante, notamment autour de Pedersen sur le Giro. Donc, je trouve ça incroyable qu'il n'ait pas encore de contrat. Et puis, on a Ashborn Elmoseux. Lui, il m'a beaucoup moins marqué. Mais c'est dommage pour Guebrezamier. Alors, est-ce qu'il demande trop cher ou est-ce qu'il avait des contacts peut-être avec Intermarché et ça ne s'est pas fait. Mais c'est un peu triste pour ce coureur qui n'est pas de nouveau de contrat alors que 2023 est quasiment sa meilleure saison chez les professionnels. Donc un peu tristoun. Voilà. Mais c'est la difficulté des équipiers d'être visibles. On passe aux autres coureurs qui ont changé de crèmerie. On commence avec Yona Berastouri qui rejoint Euskaltel à Euskadi. Kenny Ellison lui rejoint la Cofidis. Emile Lipins rejoint la DSM. Anton Toulouk rejoint une équipe qui s'appelle Sapgal Anicolor. Anton Toulouk, c'est de la génération de Samoumen. C'est des coureurs qui n'ont jamais vraiment performé. On nous promettait beaucoup de ces coureurs-là et puis ça n'a pas vraiment été bon. Uno X, Marcus Holgard qui rejoint donc la Uno X, Antonio Tiberi, mais ça c'était en cours de saison, qui avait rejoint la Bahrain Victorious après qu'il ait tué un chat. Filippo Baroncini UAE, ça j'attends de voir ce que ça va donner Baroncini, parce que jusqu'à maintenant, depuis son titre de champion du monde espoir, pas foufou du côté de Baroncini, donc on va voir ce que ça va donner du côté de chez UAE. Et puis Marc Brustenga, c'est l'équipo Kern Pharma. Du côté des arrivées, il y en a beaucoup. On commence avec Patrick Conrad qui arrive de la Bora. Fabio Felline arrive de Astana. Tao Goggenhardt qui était jusqu'à maintenant chez Ineos Grenadiers. Samoumen, on remplace Toulouk par Oumen qui vient de chez Jumbo Visma. Simone Consoni de la Cofidis. Carlos Verona de la Movistar. Ryan Gibbons qui était chez UAE. Andrea Baggioli qui était chez Soudal Quick-Step. Ça m'intéresse aussi, alors je ne l'ai pas mis parmi les coureurs à suivre parce qu'il y avait beaucoup de coureurs qui m'intéressaient dans cette formation. Baggioli, j'attends de voir ce que ça va donner. Baggioli, c'est un coureur qui est très bon chez Soudal Quick-Step. Alors c'est lui aussi un profil de course, un peu à la Cosnefroy, mais il est quand même meilleur au sprint que Cosnefroy, mais qui est un peu réduit. J'attends de voir ce que ça va donner. Tim de Klerk, également de la Soudal Quick-Step pour les classiques. Le gros tracteur Tim de Klerk, c'est toujours intéressant. Et puis Jonathan Milan de la Bahreïn Victorious, là aussi, très bon recrutement. Ce qui fait que l'effectif 2024, il est assez différent de l'effectif 2023, avec 28 coureurs. Le plus jeune, c'est Thibaut Naes, qui a 21 ans et 56 jours. Le plus âgé, c'est Dario Cataldo, qui a 38 ans et qui a eu une année très compliquée. 11 coureurs, 12 même, ont 30 ans ou plus, donc c'est l'une des équipes les plus âgées du peloton. La moyenne d'âge n'est pas bonne, avec donc notamment Jacopo Mosca, Carlos Verona, Alex Kier, Jesper Stuyven, Julien Bernard, Patrick Conrad, Tom Skuns, Edouard Tuns, Fabio Felline, Tim de Klerk. 2 coureurs en plus de 35 ans, c'est Mollema et Cataldo. Parmi les coureurs qui ont moins de 25 ans, eh bien, ils sont au nombre de 8, si je ne me trompe pas. On retrouve Dan Houle, Andrea Baggioli, Nathanael Tesfacion, Mathias Kielmose, Jonathan Milan, Quinn Simons, Mathias Vachek et Thibaut Nice. Effectif intéressant, on sent qu'on a tenté quand même d'avoir déjà beaucoup d'équipiers, notamment du côté des sprints. On récupère Consoni, on récupère aussi des Felliné, des coureurs qui peuvent aider sur les sprints, Tim de Klerk aussi, pourquoi pas même Baggioli qui peut toujours aider et qui a la culture du sprint. On essaye de récupérer aussi des coéquipiers qui peuvent aider en montagne. Je pense à Samoumen, je pense à Conrad. On a tenté également de récupérer un gros leader en montagne. On est sur Tao Guggenhardt. Donc quand même un gros recrutement. Et j'avais oublié Ryan Gibbons également sur les sprints. Donc on a vraiment dynamité. On a pris pas mal de bons coureurs qui savent emmener des sprints, qui ont parfois emmené des sprints pour des grands leaders. Je pense à Gibbons. Je pense également à Consoni, qui l'a fait à une époque.
Donc l'idée était, je pense, d'avoir un deuxième sprinter avec Milan, parce qu'on a vu que Mosca c'était pas suffisant, que Edwarton c'était pas suffisant, que Stuyven c'était pas suffisant. Et puis on sait que Milan c'est un gros moteur, c'est un coureur également qui passe bien les bosses. Ça va même être intéressant de voir comment ils vont se répartir les courses avec Pedersen, parce que c'est quand même deux profils qui sont très similaires. Moi je vous rappelle qu'en 2022 Milan, l'étape de la Crow Race où il y a une bosse en gravel. Il avait été très bon ce jour-là, Milan. Moi, il m'avait impressionné. C'était où je m'étais dit, tiens, c'est pas simplement un sprinter, ce mec-là. Et Pedersen, il passe aussi très bien les bosses. Je rappelle, c'est aussi un champion du monde sur un parcours qui n'était pas simple en Angleterre. Donc, on va voir ce que ça va donner. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Le premier coureur à suivre, c'est Tao Geoghegan Hart. Tao Geoghegan Hart, qui n'était pas un pur produit de la Sky, il était passé quand même chez l'équipe d'Axel Merckx, dans l'équipe d'Axel Merckx, Axel Hagens Berman. Je rappelle quand même que c'est un vainqueur d'un Giro en 2020, que c'est le vainqueur du dernier Tour des Alpes en costaud en 2023, qui a quand même un petit palmarès chez Tao Geoghegan Hart, que sur le Giro il était plutôt pas mal avant sa chute. Grosse chute, et qu'il avait fait un bon début de saison jusque-là, vu qu'il était 3e de Tirreno, vainqueur du Tour des Alpes, 6e du Tour d'Andalousie, 3e du Tour de la Communauté de Valence. En 33 jours de course, c'est quand même pas mal. Le souci, c'est que donc 2023, il a très peu couru. Il n'a pas couru depuis sa chute sur le Giro. C'est-à-dire que c'est l'un des coureurs qui a raté sa saison le plus tôt. Il n'a pas couru depuis le 17 mai. Donc moi, j'attends de voir comment il va réussir à redémarrer la machine en 2024. Est-ce que ça va être compliqué pour Tao Geoghegan Hart ? Et puis, début de saison qui commencera par le Tour de l'Algarve. Objectif Tour de France pour lui. Ce qui est un objectif qui est ambitieux mais intéressant, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de Tours de France, il n'a pas fait beaucoup de grands tours dans sa carrière, il n'en a que 7. Le seul Tour de France qu'il a fait, c'était donc en 2021, où il avait fini 60e dans cette formation, juste après le Giro 2020, il avait enchaîné les grands tours. Et sinon, au final, dans ses résultats de grand tour, c'est vrai qu'à part sa victoire sur le Tour d'Italie, sinon ça a souvent été compliqué parce que son deuxième meilleur résultat, c'est sur la Vuelta 2022, 19e. Et en 2019, il avait fini 20e de la Vuelta. Donc c'est pas le plus gros palmarès jusqu'à maintenant sur les grands tours, mais c'est quand même un vainqueur de grand tour. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Avec une saison 2023, il y a eu quand même des résultats très intéressants. Donc malgré le fait que sa saison soit arrêtée assez vite, c'est sa deuxième meilleure saison en carrière en termes de points sur Pro Cycling Stats, malgré le fait qu'il a arrêté aussitôt. Donc j'attends de voir ce que ça va donner et surtout comment il va réussir à relancer la machine. C'est pas toujours simple, mais l'avantage de Geoghegan Hart, c'est que ça reste un coureur qui n'a que 29 ans. Donc ça reste un coureur quand même qui a une marge de progression encore du côté de la montagne, ce qui est assez rare dans cette formation, parce que c'est vrai que c'est plutôt une formation qui est âgée, comme on l'a dit. Il n'y a pas beaucoup de jeunes coureurs dans cette équipe. On continue avec Ciccone. On a retrouvé en 2023 le Ciccone de la Bardiani, tout simplement. C'est-à-dire ce coureur, super baroudeur, l'un des meilleurs baroudeurs du peloton. Vainqueur du classement de la montagne sur le dernier Tour de France. Deuxième également à la Reims, qui est parti dans 1, 2, 3, 4, 5 échappées. Également 8e du Giro d'Alemilia, 11e du Dauphiné, en remportant l'étape de Grenoble dans une échappée, 5e de la Flèche Wallonne, 13e de Liège, 7e du Tour de Catalogne, 5e de Tirreno Adriatico, 2e du Tour de la Communauté de Valence. Pour moi, Ciccone, il faut le voir un petit peu comme un Ion Izagirre, dans l'idée. C'est-à-dire qu'on a voulu, et lui s'est persuadé aussi qu'il pouvait gagner des courses de 3 semaines. Il n'est pas mauvais en 3e semaine, c'est la différence avec Ion Izagirre, mais il n'est pas mauvais en récupération. Mais en fait, il a trop de défauts. Il manque sur 3 semaines. Il manque un truc sur 3 semaines. J'ai pas réussi à comprendre quoi, pour tout vous dire, mais il y a un gros défaut qui fait qu'il n'arrive pas à tenir sur les courses de 3 semaines. Par contre, sur les courses d'une semaine, il a quand même pas mal de places d'honneur, comme Ion Izagirre. Un petit peu dans la même idée, mais sur 3 semaines, ça marche pas. Par contre, sur 3 semaines, en tant que baroudeur, c'est quand même un super coureur. Quand même un mec qui a remporté déjà le classement de la montagne du Tour d'Italie en 2019.
du Tour de France en 2023. Il lui manque plus que celui du Tour d'Espagne. Et puis, c'est un mec qui a quand même pas mal de punch pour un grimpeur. Il est assez intéressant, je trouve, dans sa capacité à changer de rythme. Et on le voit, hein, quand tu fais 5e de la Flèche Wallonne, c'est que tu as quand même des qualités de puncher. Et malgré le fait que il n'est pas très lourd, 58 kilos, pour ce profil-là. Mais c'est un coureur que moi j'apprécie parce qu'en plus, c'est un coureur qui est un peu fantasque. On en a connu quelques Italiens fantasques, mais lui, il est très intéressant de ce côté-là aussi, parce que c'est quand même un sacré personnage, avec son jeté de lunettes. Quand il remporte ce classement de la montagne, il est tout content. Aussi, Ciccone, donc non, c'est un coureur qui est très sympa. Et qui aura comme objectif le Giro cette année, avec Liège-Bastogne-Liège pour le moment. Il y aura peut-être d'autres courses, mais c'est vrai que Ciccone, ça fait partie des coureurs qui font aimer le cyclisme aujourd'hui. En 2023. On espère une saison 2024 qui sera aussi bonne. Il est chez Trek depuis 2019, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est l'un des contrats les plus lointains aujourd'hui du cyclisme. On poursuit avec Mathias Skjelmose. La saison 2023, elle n'est pas mauvaise de Skjelmose, elle est même très bonne. Il y a pas mal de résultats. Notamment victoire sur le Tour de Suisse, notamment 2e de la Flèche Wallonne, 9e de Liège, 8e de l'Amstel. Je crois que derrière Pogacar, c'est le 2e à avoir eu les meilleurs résultats sur les 3 classiques. 3e du Grand Prix Migaline du Rennes, 6e de la Faune-Drôme Classique, 3e de l'Ardèche Classique, 5e du Tour des Alpes, 2e de l'Étoile de Bessèges. Le problème, c'est que pour moi, avec Skjelmose, vainqueur également de la Marineland Classic. C'est déjà un coureur qui a 9 victoires chez les professionnels à 23 ans. Pour quelqu'un qui n'est pas sprinter, c'est déjà très bien. À la dernière année de contrat chez Lidl Trek, lui, il va vouloir gagner plus d'argent. Et il va intéresser énormément d'équipes, Skjelmose. Ça, c'est sûr que beaucoup d'équipes vont se battre pour le récupérer. Le problème avec Skjelmose, c'est que je ne sais toujours pas si c'est un puncher, s'il est meilleur sur les classiques ou s'il est meilleur sur les courses de 3 semaines. Et ça, c'est vraiment mon gros problème avec Skjelmose. Alors, il y en a un qui a fait une bonne comparaison dans les commentaires. J'ai vu, il a comparé à Fuglsang. Et c'est vrai qu'on pourrait faire la comparaison avec Fuglsang. Parce que on est sur des coureurs, on a du mal à savoir quelle est leur principale qualité. Pour moi, Skjelmose, là où il a montré les meilleures choses, c'est sur les classiques. Les classiques ardennaises. C'est là où, pour moi, il a les meilleurs résultats aujourd'hui. C'est là où on a vu des très très bonnes choses sur les classiques ardennaises, que ce soit sur le Tour, sur l'Amstel, la Flèche. Voilà, quand tu finis quand même 2e de cette course-là en du mur de vie, c'est que c'était quand même très costaud. Et donc, pour moi, il a plus ses qualités pour le moment de puncher. Ça ne veut pas dire que comme un Valverde, il ne remportera pas un grand tour derrière. Mais peut-être plus sur un profil Vuelta, et ça se voit parce que l'année prochaine il fera la Vuelta et pas le Tour de France. La Vuelta qui pourrait lui convenir à Skjelmose. C'est un coureur qui est pas mauvais non plus sur le contre-la-montre. Donc il a des qualités, beaucoup de qualités, ce coureur. La question que je me pose, c'est que est-ce que ça suffira pour aller chercher une course de 3 semaines comme le Tour de France ou le Tour d'Italie? Et surtout, est-ce qu'il n'a pas plus de chances de faire des grands résultats sur les classiques? Et j'ai l'impression que lui n'a pas la réponse et que moi, je n'ai toujours pas la réponse non plus. Donc ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue, c'est pour ça que je le mets totalement à suivre. Pedersen, bien entendu. Pour moi, il a réalisé le sprint le plus impressionnant de la saison lors de sa victoire sur le Tour de France. 300 mètres de sprint, plus de 20 secondes, c'est assez incroyable et assez exceptionnel. 5e à Moulins, 5e à Poligny, 5e à Bourg-en-Bresse, 4e à Paris, donc il a été très régulier. 2e du classement du meilleur sprinter, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour le maillot vert, mais bon, il lui en a manqué un petit peu par rapport à Philipsen qui lui enquillait les victoires. Derrière, il gagne le Tour du Danemark en gagnant le classement par points. Sur le Tour d'Allemagne, ça a été un petit peu plus compliqué à part le prologue. 2e également du Grand Prix d'Isberg. 3e de la Sparkassen-Musterland Giro. 7e des championnats d'Europe. C'est peut-être là où il y a la petite déception de sa saison.
L'année est plutôt réussie hein, pour lui, avec quatrième de Paris-Roubaix, troisième du Tour des Flandres, cinquième à travers les Flandres, cinquième de Gand, sixième de Milan, quatorzième du Grand Prix O3. Ça a été lui qui a été le plus régulier en dehors des ogres Van Aert, Pogacar, Van Der Poel. Il a été très régulier dans toutes ses classiques. Et puis sa troisième place sur le Tour de Flandre, il a vraiment été la chercher, celle-là. Et puis une victoire également à Fontainebleau sur Paris-Nice où c'était un gros sprint bien bourrin. Et puis vainqueur à Alès sur le contre-la-montre du Tour de Gard. Donc une année réussie. Moi j'ai 4606 points marqués au niveau UCI par Coco. Donc c'est énorme. Ah oui, alors certains m'ont dit dans les commentaires qu'ils avaient des écarts entre ce qu'ils voyaient. Donc je pense sur Pro Cycling Stats dans le ranking UCI directement quand ils vont dans le ranking UCI par rapport aux chiffres que moi je donnais. Mais je rappelle que moi je donne les chiffres de 2023. La saison 2023, techniquement, au niveau des points UCI, je crois qu'elle s'est arrêtée le 15 octobre. C'est-à-dire que les résultats qui ont été faits après le 15 octobre, c'est peut-être même avant le 15 octobre, c'est au niveau de cette période-là, les résultats qui ont été faits après l'arrêt des résultats en 2023 sont comptabilisés pour l'année 2024, même s'ils ont été réalisés en 2023. C'est le cas notamment d'une course à Singapour où Jaiko Alula a marqué pas mal de points, notamment avec Zenek Stibar. Ces points-là ne sont pas comptabilisés sur 2023, mais sont comptabilisés sur 2024. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a des petits écarts de points. Ils m'ont dit notamment sur Intermarché qu'il y avait 3 points d'écart par rapport à ce qu'ils voyaient. Donc voilà, je tiens à préciser de ce côté-là. On poursuit après Mats Pedersen. Donc, bien entendu, Mats Pedersen, j'attends de lui des gros sprints. Et encore une belle saison sur les classiques. C'est l'un des mecs les plus réguliers sur les classiques ces dernières années. Et puis une saison en 2023 qui a été aussi réussie que la saison 2022, tout simplement. Quand on regarde, il est dans ses meilleures années, ses meilleures saisons. Et il fait vraiment du très très bon boulot aujourd'hui. On continue. Et puis il est encore jeune, 28 ans. Milan. Bah oui, ça c'est pour moi la très bonne recrue de la part de cette formation, très bon sprinter. Alors coureur qui fait aussi de la piste, il est dans l'équipe de poursuite avec Philippe Pogana. Saison où je pense qu'il arrêtera après le Giro pour se préparer sur la piste. Parce que ça sera son objectif également, l'équipe de poursuite par équipe italienne, d'aller chercher le titre encore olympique. Mais voilà, vainqueur du classement par points du Tour d'Italie en remportant une étape, c'était du côté de San Salvo et en finissant 4 fois deuxième, donc pas mal. Vainqueur également d'une étape sur le Saudi Tour, 5e du général, 2e du classement par points également de cette course. Et puis il a fini donc avec le Tour de Ganzi où il remporte l'étape de Kinzu. Et il finit 3e du classement du meilleur sprinter également sur cette épreuve. Donc d'excellents résultats pour Jonathan Milan. Donc là aussi j'attends qu'il fasse la même chose l'année prochaine. Mais ça ne sera pas facile. J'attends de voir aussi comment il va réussir à gérer avec son programme olympique. C'est pas toujours facile. Lui qui reprendra dès le 31 janvier autour de la communauté de Valence. Et avec un énorme début de saison où il sera sur les classiques pavés. Et ça, alors c'est pas une première, mais c'est intéressant de voir s'il va avoir des résultats en progrès par rapport à 2023 où il avait fait Kurn, le Etniusblatt, Gand, Paris-Roubaix, il n'avait pas fait le Tour des Flandres, donc on va voir si les résultats vont être intéressants parce qu'il a un physique pour être performant sur ce type de course. Et puis je termine avec un fils 2, mais qui a déjà remporté des bons résultats, c'est Thibaut Nice, 21 ans. Belle première saison complète chez les pros sur la route. Homme qui vient du cyclocross, avec déjà 2 victoires chez les professionnels, des victoires intéressantes, alors que le soleil se lève et que je vais m'en prendre plein la gueule et ça va détruire l'image au niveau de la caméra. Je m'en excuse. Mais il y a un petit passage moins nuageux là à l'instant. Du côté des résultats, il y a également une 2e place à Valcourt sur le Tour de Wallonie. Donc cette victoire sur le Tour de Norvège en costaud également sur un sprint en faux plat montant. Je trouve qu'il est très fort sur les sprints en faux plat montant. Il est assez impressionnant sur ces sprints-là. Et j'attends de voir ce que ça va donner en 2024 pour lui. Il y aura peut-être en plus des grosses opportunités avec des coureurs comme Jonathan Milan, comme Pedersen également, qui auront peut-être des grosses saisons. Il y aura peut-être des opportunités pour lui
pour aller se présenter sur certaines courses. Et puis l'avantage, c'est qu'il est Trek le protège quand même pas mal au niveau de la route. Essaye de le faire grandir, de le faire mûrir, Thibaut Nice. Et comme il n'a pas trop la pression des résultats, parce que vous avez Pedersen, vous allez avoir Milan qui vont avoir cette pression-là et qui vont certainement amener des victoires, lui, il peut se construire un peu plus facilement dans l'ombre de ces coureurs-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on termine avec le maillot 2024. Et ben c'est simple, c'est le même coureur, c'est le même maillot qu'en 2023. C'est-à-dire qu'on a réutilisé le maillot qui a fait la deuxième partie de saison. Qui est un maillot qui est plutôt intéressant parce que les couleurs de Lidl sont pas faciles à incorporer à un maillot. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à le faire. Voilà, le bleu, le jaune. Donc je trouve que déjà, on reconnaît facilement le maillot. Et le maillot est plutôt pas mal. Par contre, c'est les maillots de champions nationaux qui sont ignobles parce que, en gros, le logo Lidl, notamment sur le maillot de champion des États-Unis, ça fait un peu mal aux yeux, comme le soleil qui est en train de m'éblouir. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!